Dans l'alcôve royale, sous des draps de soie et sous le regard fixe du roi, le corps d'une jeune fille de 14 ans fut transformé en un spectacle d'État. En cette nuit du 28 octobre 1533, la consommation du mariage de Catherine de Médicis ne fut pas un acte intime, mais un rituel public d'humiliation connu sous le nom de mise au lit. Devant toute la cour de France, le roi François Ier en personne se tint au chevet du lit, observant les faits et gestes des jeunes époux inexpérimentés, tandis que les dames d'honneur inspectaient l'adolescente italienne. Ce qui aurait dû rester sacré devint une violation autorisée, une blessure psychologique si profonde qu'elle ne se refermerait jamais. Peu le savaient alors, mais en cet instant, la France ne scellait pas seulement une alliance politique. Elle forgeait sa future reine noire. La graine de la vengeance, plantée dans ce lit royal, germerait des décennies plus tard pour déclencher l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire européenne, une tuerie orchestrée par la même femme dont l'innocence fut sacrifiée cette nuit-là sur l'autel du pouvoir. Le secret qui relie son traumatisme initial à sa soif de sang révèle comment les rituels du pouvoir peuvent enfanter de véritables monstres politiques. Ces récits, cachés dans les replis de l'histoire, sont faits pour être partagés entre passionnés. Si ces révélations exclusives vous fascinent, rejoignez notre cercle de connaisseurs en vous abonnant et en activant la cloche. Chaque like est un encouragement à exhumer d'autres secrets. Dites-nous en commentaire depuis quelle région vous levez le voile sur ces mystères avec nous et quelle figure historique vous souhaiteriez voir exposée dans nos prochaines enquêtes. Votre curiosité est la clé qui ouvre les archives les plus secrètes. Pour comprendre comment une chambre à coucher a pu devenir le théâtre d'une affaire d'État, il faut se transporter au cœur du XVIe siècle. La France, sous le règne de la Maison des Valois, est alors une puissance engagée dans une lutte acharnée pour la suprématie en Europe contre le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg. Dans ce jeu d'alliance et de trahison, l'Italie, morcelée et immensément riche, est le principal champ de bataille. Les mariages royaux ne sont pas des unions de cœur, mais les instruments les plus puissants de la diplomatie. Chaque contrat nuptial est une manœuvre stratégique destinée à sceller un pacte, à acquérir des territoires, ou surtout à produire un héritier mâle pour sécuriser la dynastie. C'est dans ce contexte que l'union entre Catherine de Médicis, nièce du pape Clément VII, et Henri, le second fils du roi François Ier, fut orchestrée. L'objectif était de consolider l'alliance franco-papale contre leur ennemi commun. Cependant, pour la cour de France, l'une des plus anciennes et orgueilleuses d'Europe, l'arrivée d'une Médicis, issue d'une famille de banquiers florentins, était perçue avec un certain mépris. Elle n'était pas une princesse de sang royal, mais une pièce, richissime certes, sur l'échiquier politique du roi. Au cœur de cette arène politique, 4 figures s'apprêtent à jouer un drame dont les échos sanglants résonneront durant des décennies. La première est bien sûr Catherine de Médicis, une orpheline de 14 ans. Héritière d'une immense fortune et d'un nom illustre à Florence, elle n'est pourtant qu'un pion à la cour de France. Intelligente, cultivée, mais considérée comme une étrangère, l'italienne, elle arrive avec un unique et écrasant devoir, donner un héritier au royaume. Face à elle, son époux, Henri d'Orléans, futur Henri II, du même âge qu'elle. Il est un adolescent sombre, qui accomplit sans joie son devoir dynastique. Son cœur et ses pensées sont déjà entièrement dévoués à une autre femme. Sa maîtresse de 20 ans, son aînée, la belle et influente Diane de Poitiers. L'architecte de cette union est le roi François Ier, un monarque puissant et pragmatique qui voit en ce mariage un simple outil diplomatique. Pour lui, la consommation de l'union est une affaire d'État si cruciale qu'elle justifie sa présence intrusive au pied du lit nuptial. Ces 3 personnages, ainsi que l'ombre omniprésente de la favorite, forment le nœud d'une tragédie imminente où l'humiliation personnelle d'une jeune reine allait devenir la source d'une future vengeance d'État. Ce drame personnel n'était pas un accident de l'histoire, mais le résultat d'un système de surveillance intime, froid et implacable. Bien avant la cérémonie, le corps de Catherine de Médicis était devenu une affaire d'État. Chaque aspect de sa vie était scruté par un réseau d'espionnage déguisé en service d'honneur. Ces dames de compagnie n'étaient pas des confidentes, mais des gardiennes chargées de rapporter ses moindres faits et gestes, de surveiller ses cycles et de s'assurer de sa pureté.
Des documents de l'époque révèlent que les princesses étrangères subissaient des examens physiques humiliants, menés par des médecins et des matrones de la cour, pour certifier leur virginité et évaluer leur capacité à enfanter. Le corps de la future reine était traité comme un territoire à conquérir et à inspecter avant sa prise de possession officielle par la couronne. Dans le plus grand secret, la jeune adolescente recevait des instructions explicites sur son devoir conjugal. Loin des murmures amoureux, on lui enseignait la mécanique de la procréation, le protocole de la soumission et l'importance de ne montrer aucune réticence. Ces leçons n'étaient pas dispensées pour la rassurer, mais pour garantir que la machine dynastique fonctionnerait sans accroc. Chaque étape de cette préparation visait à déposséder Catherine de sa propre intimité, la transformant en un simple instrument de la politique royale, un ventre destiné à servir la France, et dont la performance serait bientôt jugée par le royaume tout entier. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'un aperçu de la vérité qui se cache derrière les portraits royaux et les récits officiels. Notre mission est de continuer à lever le voile sur ces pratiques oubliées. Si cette quête de la vérité historique vous passionne autant que nous, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté en vous abonnant. Chaque nouvel abonné, chaque commentaire, nous confirme que nous ne sommes pas seuls à vouloir comprendre. Dites-nous ce que vous inspire cette histoire jusqu'à présent. La nuit du 28 octobre 1533 atteint son paroxysme lorsque les lourdes portes de la chambre nuptiale s'ouvrent, non pas pour laisser les époux à leur intimité, mais pour faire entrer la cour. Le moment le plus intime de la vie d'une femme fut transformé en un spectacle public, une cérémonie de pouvoir brutale. Des témoignages, longtemps passés sous silence et retrouvés dans des correspondances privées d'ambassadeurs vénitiens, décrivent la scène avec une précision glaçante. Le roi François Ier, loin de se retirer, s'avança jusqu'au pied du lit. À ses côtés, les plus hauts dignitaires du royaume et les dames de la cour, y compris, dit-on, Diane de Poitiers elle-même. Chaque geste, chaque souffle des deux adolescents était observé, commenté à voix basse. Les récits des dames de compagnie de Catherine, censurés pendant des siècles, révèlent sa terreur silencieuse, son humiliation face à ces dizaines de regards qui la déshabillaient de sa dignité. Sous les couvertures, ce ne fut pas une union qui se produisit, mais une validation dynastique, un acte politique froidement exécuté. La consommation fut confirmée par le roi lui-même, qui aurait déclaré, selon un chroniqueur, que chacun avait vaillamment fait son devoir. À peine le rituel achevé, Henri quitta le lit conjugal pour rejoindre sa maîtresse, laissant Catherine seule face aux dames de la cour, son corps désormais propriété de la France et son âme marquée au fer rouge d'une vengeance qui attendrait son heure. Au lever du jour, le spectacle laissa place à la froideur du protocole. Le calvaire de Catherine n'était pas terminé. Il entrait dans une nouvelle phase, plus insidieuse. La première conséquence fut la vérification. Des documents officiels devaient être produits pour attester de la validité de l'union. Les dames de la cour furent chargées d'inspecter les draps nuptiaux, à la recherche des preuves de la virginité perdue et de la consommation effective. Cet ultime rituel de validation, transformant le sang d'une adolescente en un sceau sur un contrat d'État, officialisait le transfert de son corps à la couronne française. Mais la conséquence la plus dévastatrice fut celle qui suivit pendant près de 10 ans. La stérilité apparente de Catherine. Sa seule valeur aux yeux de la cour résidait dans sa capacité à enfanter, et chaque mois sans grossesse était un échec public. L'humiliation de la nuit de noces se transforma en un mépris quotidien. Surnommée avec dédain la grosse banquière italienne, elle fut soumise à des traitements médicaux dégradants dans l'espoir de la guérir. Pendant que son époux s'affichait ouvertement avec Diane de Poitiers, Catherine apprenait à survivre dans un environnement hostile. Cette décennie de souffrance et de ridicule ne la brisa pas, elle la forgea. Chaque insulte, chaque menace de répudiation nourrissait une patience froide et une détermination implacable. C'est dans ce silence et cette solitude que la jeune victime commença sa lente métamorphose en stratège politique. Cette métamorphose de victime en prédateur politique n'est pas une simple anecdote. Elle expose un héritage que l'histoire a longtemps tenté d'occulter. Le véritable impact de cette nuit de 1533 ne fut pas seulement la création d'une reine au cœur froid, mais la légitimation d'un mode de gouvernement basé sur la vengeance personnelle.
Le traumatisme de Catherine a instillé en elle une leçon fondamentale. Le pouvoir absolu s'exerce sans pitié et dans le secret. Des décennies plus tard, cette leçon atteindra son apogée sanglante lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. L'organisation méthodique de cette tuerie, où des milliers de protestants furent assassinés sur son ordre, porte la marque de sa personnalité forgée dans l'humiliation. Une méfiance maladive, une capacité à dissimuler ses intentions pendant des années et une froideur clinique dans l'exécution de la violence. Les historiens ont souvent présenté ce massacre comme un simple acte de calcul politique, effaçant systématiquement le lien direct entre la violence sexuelle institutionnalisée qu'elle a subie et sa propre brutalité future. De nombreuses correspondances et journaux intimes de l'époque qui auraient pu éclairer cette psychologie ont été détruits ou censurés afin de préserver le mythe d'une cour de France civilisée. Le legs caché de Catherine de Médicis est donc une vérité dérangeante. Les rituels de domination intime, conçus pour soumettre les femmes, peuvent en réalité enfanter les tyrans les plus impitoyables, transformant une alcôve royale en berceau d'un monstre politique. L'histoire de Catherine de Médicis n'est pas celle d'une simple reine, mais le témoignage glaçant de la manière dont le pouvoir peut corrompre et transformer une âme. Derrière chaque grande figure féminine de l'histoire se cache une histoire intime, souvent violente, systématiquement censurée, qui détient la clé de ses actions futures. Ces femmes, dont la force a été forgée dans l'épreuve et le secret, nous rappellent une vérité intemporelle sur la résilience. Notre mission ici est de continuer à exhumer ces récits, à redonner une voix à celles que les chroniqueurs officiels ont tenté de faire taire. Si vous croyez que l'histoire ne se trouve pas seulement dans les batailles, mais aussi dans les alcôves et les cœurs meurtris, alors votre place est parmi nous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Laissez une trace de votre passage avec un like et un commentaire. Dites-nous quelle autre reine, impératrice ou favorite au destin tragique vous aimeriez que nous sortions de l'ombre. Ensemble, continuons à explorer les secrets les mieux gardés du pouvoir.